Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. On n'est jamais malade pour rien. Il y a toujours pareil, le maladie, il y a quelque chose derrière, il y a toujours un décodage. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher si c'est juste un rhume? Je ne sais pas. Ça, c'est à chacun de voir. Mais c'est sûr que quand il y a quelque chose de plus chronique, de plus conséquent, pour moi, ça vaut le coup d'aller chercher derrière, en fait. Soyez les bienvenus, voici cette nouvelle rencontre que l'on vous propose. Comment faire un bac+7 et puis se retrouver ici sur les canapés d'ABC pour parler de sa nouvelle activité. Elle s'appelle Sylvia Morin. Elle est installée sur ces canapés. Donc bonjour Sylvia. Bonjour Marc. Vous avez mis un bac+7. C'est ça. Un doctorat vétérinaire. Exactement. Pour aujourd'hui être... communicatrice animale, voilà, sonothérapeute. Sonothérapeute, communication animale. Alors, on se dit qu'évidemment, la communication animale, quand on a été véto, c'est quand même une vraie valeur ajoutée. C'est un plus. Ah, c'est un sacré plus. Moi, ça a transformé ma pratique. Waouh! Ça doit être... Je me suis souvent posé cette question en me disant, mais si tous les vétos avaient cette faculté de communication animale... Si seulement. Ça permettrait énormément de choses. Ça aide énormément dans le diagnostic, bien sûr, même si on a évidemment, en tant que véto, des outils déjà pour le poser, même sans la communication. Bien sûr. Ça nous aide beaucoup de savoir réellement où l'animal a mal directement, en fait. Et puis aussi sur l'aspect qui, pour moi, est hyper important aussi, mais l'aspect psychologique de l'animal, qui est toujours pour moi lié aussi à la pathologie, ce fameux côté émotionnel, décodage émotionnel, comme chez l'humain. Ouais. En fait, on retrouve la même chose chez l'animal, mais c'est peut-être encore moins connu et moins utilisé actuellement que ça ne l'est chez l'humain. Bon. C'est déjà... Alors, véto, c'est une chose. Docteur, véto, Oui, ça veut dire que vous avez passé un doctorat? Tout le monde est obligé. Pour être vétérinaire, vous êtes obligé de passer le doctorat quand même. Il faut avoir la thèse. D'accord, ok, d'accord. Donc ça reste obligatoire. Donc ça reste. Je pensais que c'était un plus, c'était un échelon supplémentaire. Non, le plus, ça a été toutes les formations en médecine complémentaire. Complémentaire, exactement, effectivement. Alors, Ça, parce qu'on va aussi parler d'acupuncture, d'ostéopathie, de phytothérapie, de kinésiologie, etc., etc. Tout ce qui vous a permis peut-être, de bifurquer à un moment donné, de prendre une autre voie. Donc, merci d'être là, Sylvia. Je suis vraiment content. Mais je voudrais quand même juste qu'on revienne sur cette communication animale de votre époque de véto. Ouais. Parce que je suis fasciné, parce que j'ai un teckel, pour tout vous dire, voilà, et qui nous fatigue un peu, Rosalie. Bon. Mais je me suis toujours posé cette question. Est-ce que quand on fait cette communication animale et qu'on est véto, qu'on accueille dans son cabinet un petit animal, est-ce que cet animal vous parle? Oui. Est-ce que vous êtes capable, dans cette communication animale, d'entendre l'animal vous dire, par exemple, je suis pas heureuse, je suis pas heureux, ou il y a ça qui va pas dans ma vie? Alors, je mets juste une nuance sur le vocabulaire, parce que quand on dit « j'entends ça » ou « il me dit ça », on s'imagine tout de suite en communication animale que les gens vont avoir des phrases toutes faites dans leur tête, comme là, on échange, vous et moi. Ouais. Ça se passe pas réellement comme ça en communication animale. Le cerveau peut traduire après en mots, mais à la base, c'est vraiment des ressentis corporels. Pour vous ou de manière générale? De façon générale. D'accord. Après, c'est comme chez tout le monde, il y a des surdoués, etc. Et dans spécialement certains canaux. Et donc, en fait, quoi qu'il arrive, c'est d'abord un ressenti corporel, mais il y en a chez qui le cerveau va tellement vite qu'ils voient directement l'image ou directement, ils ont l'impression d'entendre les phrases. Parce que j'ai déjà entendu des gens faire de la communication animale me dire « moi, j'entends l'animal me parler ». Mais ça, en fait, c'est une construction mentale. C'est une construction du cerveau. Mais le cerveau, il a l'habitude de faire ça. Il analyse en permanence des milliers de fréquences et puis il traduit. Donc, si vous êtes doué dans votre ressenti, soit parce que naturellement vous l'êtes, soit parce que vous l'avez pratiqué régulièrement, des fois, vous vous rendez même plus compte que ça passe par votre corps. Mais en vrai, c'est d'abord un ressenti kinesthésique qui après est transformé par le cerveau en quelque chose d'intelligible pour nous. Donc, quand vous recevez votre animal dans votre cabinet... Moi, ça va être d'abord des sensations. Bon, en plus, moi, mon canal principal, il est vraiment kinesthésique, c'est-à-dire que c'est vraiment, je ressens les choses dans mon corps, en fait, directement. Donc, c'est un gros avantage, parce que je le vois arriver dans mon cabinet, je sens déjà les choses dans mon corps, je sais où il a mal. Wow. Avant même de le mettre sur la table. Quel atout fantastique. C'est ça. Et, mais c'est marrant parce que longtemps,
J'ai cru que c'était juste une sensibilité particulière. J'arrivais pas à mettre le terme de communication animale dessus, en fait. Pour moi, c'était simplement que, bah voilà, j'étais vétérinaire. En plus, j'étais formée à l'ostéopathie, etc. Donc, je me disais par la posture de l'animal, par l'attitude de sa démarche, je fais des projections et puis j'arrive à savoir. Mais quand même, ça devenait trop poussé. Et surtout, là où, par contre, cette explication ne tenait plus la route pour moi, c'est quand on allait justement sur le terrain de l'émotionnel. Parce que là, alors oui, il y a des choses qu'on peut lire des fois dans l'attitude de l'animal, mais c'était trop précis, avec des images trop concrètes pour que ça puisse être tiré juste de l'attitude de l'animal sur la table. Est-ce que ça veut dire qu'un animal peut vous dire qu'il est maltraité? Oui, Qu'il n'est pas absolument. heureux? Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment des choses, on arrive, vraiment alors, ils ont vraiment leur libre arbitre en communication animale. C'est-à-dire que c'est eux qui vont choisir ce qu'ils nous montrent ou pas. C'est pas une intrusion dans leur vie privée. Mais par contre, clairement, si justement, bah, il y a des pathologies ou des troubles comportementaux qui sont liés à des événements traumatiques précis émotionnels, type maltraitance ou des choses comme ça, bah, à ce moment-là, ils vont être capables de nous le retranscrire en communication animale. Et donc moi, je peux aller chercher justement, bah, quelle est l'origine de ce comportement? Mmh. Pourquoi il a cette pathologie de léchage où il se lèche tout le temps, au même endroit? On appelle ça des TOC aussi, hein, en vétérinaire. Et donc du coup, je peux aller à l'origine du trauma émotionnel qui est, responsable de la pathologie qui est en cours. Quand l'origine de ce trauma est due au propriétaire, vous le dites? Alors, oui, on a le droit dans ces cas-là on a un secret médical aussi, hein, en vétérinaire, un secret professionnel, où on n'a pas le droit de divulguer les choses. Par contre, en cas de maltraitance, on a des canaux, bien sûr, pour Mmh. faire remonter. Alors le truc, c'est qu'évidemment, après derrière, il faut la prouver et cetera. C'est pas si simple, mais bien sûr, on a des canaux pour pouvoir faire remonter ce genre de choses, ouais. Chers amis, je vous rappelle qu'on se retrouve dès le mois de janvier 2025 pour l'IMM, Immersion Méditative Médiumnique. Et au cours de quelques dates exceptionnelles, j'aurai l'occasion de vous emmener dans un état modifié de conscience. Vous serez accompagné par ma voix et je vous guiderai pour atteindre un point bien particulier, au cours duquel vous allez peut-être pouvoir contacter votre guide, recevoir des réponses à des questions de vie importantes, mais également vous mettre en relation avec un proche qui est parti dans l'autre monde. Certaines ou certains d'entre vous pourraient également faire l'expérience de vie antérieure, d'aller visiter d'autres dimensions. Et dans tous les cas, cette expérience immersive est sécurisée dans une salle dédiée où nous ferons, j'en suis sûr, de très belles expériences ensemble. Aussi, je vous retrouve ce mois de janvier. N'hésitez pas à regarder les liens qui vous sont proposés pour me rejoindre et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye. Bon. Alors cette communication, combien de temps vous avez été véto? 14 ans. 14 ans. Et 14 vous ans en de êtes sorti pratique. là aujourd'hui? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Alors vous en êtes sorti parce que vos activités annexes, en tout cas d'accompagnatrice et de thérapeute, n'étaient pas Ouais. compatibles? Bah, c'était plus, l'ordre des vétérinaires ne reconnaît pas, pour l'instant, explicitement, la communication animale. Alors après, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que c'est pas cadré, donc on peut comprendre que, pour l'instant, ce soit un peu, discutable, on Mmh. va dire. Mais c'est quand même, pardon, faisons une parenthèse là-dessus. Ouais. L'ordre des vétérinaires, vous dites, ne reconnaît pas Ah ça. non, pas du Mais tout. il y a quand même aujourd'hui des preuves de changement de comportement de l'animal, des preuves Oui, mais ça reste qui empirique attestent pour eux. bien C'est que pas de ce qu'ils appellent l'evidence-based medicine et OK. donc du coup, ça reste pour eux empirique et là, en plus, ils s'appuient alors, je trouvais ça très bien, il y a une étude qui a été faite, récemment sur la communication animale, donc je trouvais ça très bien d'avoir une démarche scientifique rigoureuse pour prouver justement l'existence de ça. Sauf que la nature de l'enquête, Mmh. était pas basée sur les principes de la communication animale réelle parce qu'en fait, ils ont fait une enquête en demandant à des gens qui étaient donc communicateurs animaliers et des gens, lambda, on va dire, d'identifier à partir d'une photo de l'animal si l'animal était vivant ou mort. Et donc du coup, ils se sont basés là-dessus après pour dire la communication animale, ça marche ou ça marche pas. Bon, pour moi, il y a plusieurs biais, en fait, dans cette étude. C'est déjà tous ceux qui se disent communicateurs animaliers, il faut voir à qui on s'adresse. Parce que demain, vous décidez de dire: «Je suis communicateur animalier», il y a rien et personne qui vous Qui en peut le empêche. prouver et puis qui peut C'est ça. prouver, évidemment. Et donc du coup, il y aurait besoin déjà de certifier un minimum les compétences des gens qu'on reconnaît comme communicateurs animaliers à ce moment-là pour l'étude. Mmh. Sinon, forcément, en fait, n'importe qui peut participer, enfin voilà. Mmh. Mais au-delà de ça, et là, c'est encore plus délicat vis-à-vis de l'ordre des vétérinaires, mais c'est un peu comme en humaine, heu,
Vivant ou mort, on en parle ou on n'en parle pas? Parce que là, on nie complètement aussi, l'aspect vie après la mort, l'aspect médiumnité, en fait. Alors qui, pareil, en humaine, je sais bien, est remis en cause par le côté ordre médical, c'est pas si accepté que ça. Mais en fait, c'est pareil avec l'animal. Moi, je peux très bien communiquer aussi avec des animaux qui sont décédés et ça fait même partie, des fois, des communications animales où, en fait, surtout quand il y a eu des accidents, brusques, rapides ou des choses comme ça, l'âme de l'animal, elle est même pas au courant, enfin, qu'il est mort, quoi. Mmh. Et j'en ai comme ça qui errent près de chez eux, en se demandant pourquoi leur humain n'interagit plus directement avec, parce qu'en fait, ils sont passés sous une voiture et ils ont rien vu passer. Donc celui-là, si je le contacte en communication animale, pour lui demander s'il est vivant ou s'il est mort, Mmh. bah, le problème, c'est que j'ai pas la bonne réponse, Bien sûr, parce que lui-même ne le sait pas à ce moment-là. bien sûr. Et Parce que donc le il y a choc trop a de été trop biais. violent ou trop rapide, trop C'est brutal. ça. Ouais, Et ouais. donc, bah, ça aurait peut-être été mieux de faire une étude, certes, comme ça, mais en demandant, par exemple, quelles sont les habitudes de cet animal-là. Même si statistiquement, il y a des trucs qu'on peut prévoir, alors si c'est un chien, si tout le monde dit: «Il aime jouer à la balle», bon, bah, voilà, mais des trucs précis Mmh. qui permettent réellement d'identifier l'animal et de vérifier qu'en effet, il y a une réalité de connexion, en Mmh. fait. Mmh. Sur des choses un peu plus légères, quand vous vous étiez encore en exercice en tant que véto, et vous aviez cette communication, animale, est-ce que, un animal et vous pouviez entendre le fait que, «Dites-lui, que mes croquettes, sont pas comme Ouais. ça» ou que «J'aime pas ma pâtée» ou que Ça, l'alimentation, c'est le truc phare, hein. c'est En vrai? général, c'est une des premières Mmh. choses qu'ils abordent. «J'en ai marre de ces croquettes, C'est dites-lui, il comprend pas». Ouais, 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 c'est une des premières choses qu'ils abordent. Alors, ça veut pas dire qu'il faut toujours les écouter, hein, parce que Mmh. c'est comme les Mmh. enfants, ils veulent les bonbons, quoi. C'est ça. C'est pas toujours bon. Mais Mais ça, par contre vous ressentiez ça? ah oui, 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 Ah oui, c'est complètement. ça. L'animal vous faisait comprendre ça, il Tout, tout est abordable en communication animale et alors ça peut être des soit directement en effet entendre, mais sinon ça peut être des sensations dans la bouche où on sent que c'est non, pas c'est ça. pas bon, c'est pas ça. Ça peut être des textures d'aliments qui les dérangent, ou on préfère quelque chose qui fond, sur Ouais, la langue ouais, quoi, plutôt ouais, que justement bon, là, des faits, la croquette sec déshydratée en général, c'est pas leur plus grand kiff, faut être honnête. ouais, Mais bon après, on met tellement d'appétents dedans que ça finit par passer. ouais, Mais c'est vrai qu'en général, la majeure partie, ils ouais. préfèrent le frais et de loin. De toute façon, Alors ça se revenons voit, à la hein. genèse de vos ressentis et de votre histoire parce que, avant d'entamer vos études, pour devenir, vétérinaire, vous aviez une appétence justement pour les animaux? Alors oui, une appétence. Pas pour les manger, mais Non. oui. Oui, oui, complètement. Oui, j'ai toujours été passionnée par les animaux. Ça a été vraiment un truc, des gamines, je me sentais mieux avec Ouais, les animaux, pour être ouais. honnête, qu'avec les humains. Mais tous les enfants, soit veulent devenir instit ou Vétérinaire. véto. Ouais, Ah mais c'est le truc c'est classique. vrai. Sauf qu'après quand on est confronté aux études, on se rend bien compte que C'est pas la même. c'est pas la même paire de manches. C'est clair, on sait combien les études de véto sont difficiles, comme les études de médecine. Donc vous aviez donc effectivement cette sensibilité-là avec les animaux et vous aviez envie de devenir véto et vous devenez véto. Est-ce que, la communication animale telle que vous la connaissez et vous la pratiquez encore aujourd'hui, était déjà présente au début de vos études de véto? Absolument pas. OK. Vraiment pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose vous m'en auriez parlé à ce moment-là, très honnêtement, je suis pas fière de ça maintenant, mais je vous aurais ri au nez. J'étais pas du tout convaincue que ça puisse exister. Pour moi, il y avait énormément de projections, de trucs bateaux qui pouvaient être sortis. Honnêtement, pour moi, c'était plus du charlatanisme, honnêtement, à ce moment-là, OK. qu'autre chose. Mais il y avait cette part de moi qui avait quand même envie d'y croire. Parce qu'il y avait ce côté: «Ah, ça serait magique quand même de Bien sûr. pouvoir réellement interagir avec eux». Mais vraiment, à l'époque des études, j'étais pas ouverte du tout. Il a fallu attendre justement que je me forme en médecine complémentaire et en fait, dans l'école d'ostéopathie pour vétérinaire où je suis allée, bah, c'est là que j'ai commencé à croiser d'autres vétérinaires qui parlaient de communication animale et là, ça a fait un déclic chez moi en se disant: «OK, alors attends, là, eux, ils ont la même formation scientifique que toi à la base et ils parlent de communication animale. Est-ce qu'il y a pas un truc que tu as loupé, en fait?» Et c'est là que j'ai commencé à me dire: «OK, j'ouvre et je vais aller tester par moi-même et je vais regarder les choses par moi-même». Ça, c'est un truc que j'ai gardé, j'ai vraiment besoin de tester et je vais me faire ma propre idée. Qu'est-ce que ça veut dire «j'ouvre»? J'ouvre, ça veut dire j'ouvre la possibilité que ça existe déjà, en fait. Parce que si finalement, je reste dans mon monde à me dire: Non, c'est pas prouvé par la science, donc ça n'existe pas», bah, en fait, il se passe plus rien. Ouais. Donc du coup, je me suis dit: «OK, garde l'esprit ouvert, essaye, fais ta propre expérience et tu verras bien
s'il y a un retour ou pas. Et ça a été long, hein. Ça a vraiment été long parce que même quand j'ai commencé à la pratiquer, alors déjà, comme je vous disais un peu tout à l'heure, en fait, quand j'ai commencé à la pratiquer, je savais même pas encore que c'était vraiment de la communication animale parce que c'est venu par développement vraiment de ressenti, progressif chez moi. Et même maintenant que je la pratique, il y a encore bon, maintenant j'ai eu quand même pas mal d'expérience, donc la crédibilité est plus remise en cause, hein, clairement. Mais il y a encore des moments où je doute, où j'ai besoin de vérifier, où, systématiquement, je commence un peu mes consultations en disant, «Bah, voilà, d'abord, moi, je vous présente ce que j'ai, avant que les gardiens me disent quoi que ce soit. Je leur dis, moi, ce que je capte de leur animal, Mmh. pour qu'on puisse vérifier si ça colle bien à ce que eux connaissent de leur animal». Vous avez dit: «J'ouvre», donc ça, c'est le côté, théorique. J'accepte, j'ouvre les choses et je vais. C'est ça. Le côté pratique, qu'est-ce que vous avez mis en place, pratico-pratique, pour justement être dans cette ouverture et très concrètement ressentir? Alors en vrai, ça a commencé par l'énergétique, pas par directement la communication animale. C'est-à-dire qu'en ostéo, bon, il y a tout ce qui est partie physique et puis il y a tout ce qui est partie énergétique qu'on commence à ouvrir. Et donc j'ai commencé par ça, je suis allée dans un stage de développement de ressenti, ils appelaient ça, où on allait sur des hauts lieux en Auvergne. Et pour le coup, 2 premiers jours, rien du tout. Enfin, on nous disait ce qu'on devait ressentir, donc pour moi, c'était effet placebo. Si on me dit ce que je dois ressentir, Ouais. ouais, OK. Ouais. Jusqu'au 3e jour où là, j'ai moins rigolé. On est allé dans une église qui s'appelle l'église de Turet, donc en Auvergne, qui est reconnue comme église guérisseuse par le Vatican. Et en fait, là, ils nous ont dit: «On vous explique rien cette fois. C'est-à-dire qu'on va vous faire un parcours dans cette église et vous voyez ce qui se passe, vous laissez sortir les émotions qu'il y a à sortir, vous pleurez si vous avez envie et cetera». Bon, moi, j'ai eu petit sourire en coin, pas du tout tradition église ou quoi que ce soit. Je me suis dit: «Ouais, bon allez, on va rigoler, Je joue le quoi». jeu. Mais je suis là, je joue le jeu. Et donc je vois les personnes commencer à passer et puis j'en vois quand même pas mal, perturbées. Du coup, je commence à me dire: «Bon, c'est quoi cette histoire?» Et puis je commence moi le parcours. 1er pilier, ça va. 2e pilier, plus si confortable. 3e pilier, plein d'images, de ma vie, de moments particuliers qui me reviennent à l'esprit, pas forcément faciles. Pourquoi je pense à ça? Enfin, voilà. Et là, en fait, derrière, vraiment, l'émotion était tellement forte, j'ai tout verrouillé. Je ne suis plus capable de vous dire quelle est la fin du parcours, jusqu'au moment où je me retrouve à la toute fin du parcours avec donc la personne qui nous guidait qui était là, qui me regarde avec un sourire et qui dit: «Lâche» et moi: «Non, lâche, non, sors». Et je suis sortie, mais presque en courant de l'église et là, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, mais pas de ça faisait du bien, c'était vraiment libérateur. Délivrance. C'est ça. Et là, derrière, je me suis dit: «OK, là, l'effet placebo, il commence à avoir bon dos aussi». Et du coup, bah, pareil, j'ai commencé à «jouer» entre guillemets avec ça. C'est-à-dire que comme j'avais validé la réalité de la chose pour moi, j'ai commencé à faire comme on m'avait appris, des transferts énergétiques, des choses comme ça. Et l'avantage que j'avais, c'est qu'en étant véto, bah, j'avais, tous les cas pratiques que je voulais sous la main, en Bien fait. sûr. Et donc du coup, bah, ni une ni deux, je suis rentrée, j'ai essayé, j'ai vu les effets sur les animaux et en parallèle que je développais justement cette capacité énergétique, bah, j'ai développé mon ressenti. Et en fait, du coup, la communication animale, en vrai, chez moi, elle est venue par ça, au fur et à mesure. Est-ce que vous, quand vous êtes dans ce cheminement-là, d'abord, il y a des fulgurances dès les premiers tests, j'ai envie de dire, Ouais. sur les premiers petits animaux que vous recevez dans votre cabinet, tout de suite, vous ressentez les choses? Ouais. Alors c'est assez marrant parce que pour moi, en tout cas, ça s'est souvent passé comme ça. Quand j'essaye de voir une méthode en particulier, et là, entre autres la communication animale, souvent les premiers résultats sont vraiment waouh! Comme si on voulait me montrer que vraiment, oui, non seulement ça existe, mais tu peux le faire. Et puis après, il faut retravailler Mmh. parce qu'il y a les petits détails et plus on en fait, plus on est précis aussi. Mais c'est vrai que ma toute première expérience vraiment marquante, alors peut-être de nouveau qu'il y en a eu avant en vrai, mais c'était pas assez gros et je les ai pas rangés dans cette catégorie-là, c'est la fameuse expérience du vélo rouge dont je parle souvent parce que c'est vraiment la première qui m'a fait, comprendre que je faisais de la communication animale. Racontez-nous. C'est un chien qui est venu pour, problème de comportement justement. En fait, il sortait volontiers à partir du moment où on le mettait dans la voiture et qu'on l'emmenait plus loin. Mais par contre, si on le sortait, juste là, devant la maison, du jardin, il voulait pas. Donc 1re question, là, même sans communication animale,
bah, qu'est-ce qui s'est passé juste autour de chez vous? Il y a dû y avoir un truc, un accident, une mauvaise rencontre, enfin voilà, qui lui a fait peur et qui fait que maintenant il sort plus à côté de chez vous. Et là, le couple me dit: «Non, non, franchement, on voit pas, on voit pas, on voit pas». Bon, OK. Donc là, j'arrive chez l'animal, je me pose les mains pour faire mon approche. J'étais déjà en médecine complémentaire à ce moment-là, hein. Et donc au moment où je pose les mains et où je prends le contact avec l'animal, j'ai une image vraiment dans la tête d'un vélo rouge, mais hyper claire. Du coup, je suis un peu embêtée parce qu'à ce moment-là, j'affiche pas du tout que je fais de la communication animale ou des énergétiques. Je reste affichée plutôt ostéopathie, acupuncture, quoi. Et donc du coup, je sais pas trop comment sortir ça, au couple qui est en face, quoi. Et donc je triche, je leur pose la question, mais sous forme d'énumération. Je leur redis: «Vous êtes sûrs qu'il s'est rien passé? Je sais pas moi, avec, des rollers, une trottinette, un vélo, un scooter?» Alors Hop, on glisse voilà, le truc, je hein. glisse le vélo dedans, Ouais. sans mentionner la couleur, bien sûr. Et là, la dame bug, se retourne vers son conjoint et lui dit: «Ah si, si, rappelle-toi, avec le vélo rouge». Et là, c'est moi qui ai buggé, en fait. Parce que du coup, la couleur correspondait et instantanément, en plus, au moment où elle l'a verbalisé, j'avais toujours, moi, les mains sur le chien, je l'ai senti vraiment le relâchement émotionnel de: «Ah bah, ça y est, ils ont compris, quoi». C'était vraiment flagrant. Honnêtement, j'avais même plus besoin de faire la suite de ma séance parce qu'enfin, il avait été entendu. Mmh. Et donc en fait, après derrière, en vrai, il a suffi d'expliquer au chien que, bah, c'était un accident et que c'était peu probable que ça se reproduise et qu'en vrai, de toute façon, ça se pouvait produire n'importe où. C'est pas parce qu'il Mmh. était à côté de chez lui. Mmh. Et donc bon, ça, moi, je l'ai fait, comme ça en discutant en plus avec les gens, mais du coup, le chien avait l'info aussi avec. J'ai quand même fait en plus, évidemment, ma séance d'acupuncture au diapason. Et du coup, bah, derrière, ils m'ont rappelé, pour me dire: «Bah, tout va bien, je sais pas ce que vous avez fait, mais il ressort, C'était réglé. c'était réglé». Vous êtes conforté. C'est ça, À ce moment-là, ouais, vous vous dites: vraiment, «Ça y est, je fais de la communication c'est animale». ça. Pour moi, ça a été vraiment là le déclic parce que tout le reste, je pouvais étendre, comme je disais un peu tout à l'heure, je pouvais étendre à mes capacités d'observation directe de Mmh. l'animal, je pouvais, projeter par rapport à mes connaissances de thérapeute et cetera. Mais le vélo rouge, là, ça devenait compliqué Mmh. à expliquer, Comment on par rentre ça. chez soi en tant que véto et en ayant en étant estampillé comme ça, communication animale, je communique avec, les animaux. Comment est-ce qu'on assume ça? Alors en vrai, j'ai eu du mal à l'assumer. J'ai J'imagine. vraiment eu du mal. En plus, bon, toujours pareil vis-à-vis de l'ordre, c'est pas quelque chose qui est, très bien accepté. Il y en a même qui se font poursuivre réellement, hein, pour charlatanisme et qui risquent de se faire radier de l'ordre. Mmh. Donc du Ce qui coup, doit exister aussi, hein. Il y a peut-être des gens ah qui oui, se prétendent, des certainement, oui. vétos qui se prétendent, faire de la communication, Veto, animale je et sais pas, peut-être pas, mais ouais. bon, Oui, ouais, ouais. peut-être que je suis trop bisounours là-dessus, mais faut le vouloir pour être veto Mmh. et du coup, pour moi, il faut quand même cet amour pour les animaux qui fait que ça serait pas pour moi aligné. Mmh. Maintenant, Mmh. l'espèce humaine étant ce qu'elle est, Ouais, voilà. ouais. C'était pas gentil de dire ça. Pour le coup, je l'ai pas du tout assumé au départ, en tout cas pas publiquement. C'est-à-dire que j'ai laissé le bouche à oreille se faire, Mmh. mais je n'ai jamais, en tant que vétérinaire, affiché sur ma boutique, quelque part, enfin ma clinique, communication animale. J'ai affiché l'ostéopathie, j'ai affiché l'acupuncture, j'ai été jusqu'à afficher quand même les diapasons On va qui y déjà revenir, bien commençaient sûr. à être plus limite, Mmh. mais communication animale, Mmh. les gens le savaient, le bouche à oreille a été très, très vite par Mmh. contre. Alors, on va parler évidemment parce qu'on a intitulé l'émission, «Fréquence et communication animale» et on vous voit évidemment avec les diapasons sur l'image et on va voir à quel point évidemment la fréquence et vous avez un très joli mot d'ailleurs que j'ai retenu. Vous parlez de ce langage universel, Ouais, que le son est un langage universel, la vibration est un langage universel, c'est ça, hein, ouais. Pour que vous évoquez? moi, bah, justement, à travers toutes les pratiques, donc vous l'avez cité, j'ai fait de l'ostéopathie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle la pharmacopée alternative, mais j'ai aussi fait beaucoup de formations, du coup, dans tout ce qui est énergétique ou médecine ancestrale, type, tradition de la Kabbale, Mmh. le Yiking, les runes celtiques, les choses comme ça. En fait, j'étais passionnée par tout ce qui pouvait m'apporter plus de cordes à mon arc thérapeutique. Et Mais il pour y les animaux avait toujours? ouais, toujours pour Toujours les pour les animaux. animaux? Alors c'est vrai que c'est donné plus pour l'humain, mais moi je le transposais à l'animal, en Ce qui est fait. du vivant, Oui, c'est c'est ça, ça. c'est du On parle vivant, tous de la même bien chose, en sûr. fait, au final.
Et donc, du coup, justement, à travers toutes ces cultures-là, je me disais, mais il doit y avoir un point commun. Il doit y avoir quelque chose. Tout le monde parle de soigner le vivant. Et donc, je cherchais à faire des ponts entre les 72 anges de la Kabbale et puis les 64 hexagrammes du Yiking. Enfin, j'essayais, je prenais mes notes, j'essayais de les mettre ensemble. Et puis, ça coinçait un peu à ce moment-là. Jusqu'au moment où je suis arrivée dans une formation de kinésiologie où là, on a commencé à me parler de fréquences et ça a été un déclic tout de suite avant même d'entendre ce qu'elle avait à dire sur les fréquences. C'était mais oui, mais en fait, c'est ça. Tout est vibratoire. Je peux le relier en plus à du scientifique, à du physique, les principes de résonance, etc. Enfin, il y a vraiment matière à prouver scientifiquement qu'on peut avoir une action avec le son. C'est même plus un débat. Les études scientifiques actuelles montrent qu'avec le son, on fait de la sonogénétique. On module l'expression de l'ADN avec le son. On fait alors pour l'instant, ils font ça avec des bruits blancs sans sélectionner la fréquence précise, mais on a montré que le son avait un effet analgésique sur le corps, donc antidouleur, et on montre plein de choses comme ça. La dernière en date, je résiste pas, c'est le son qui a un effet sur le microbiote intestinal, sur les populations de bactéries dans le microbiote intestinal d'une souris. Et donc, vu qu'on sait que le microbiote a un lien monstrueux avec notre système immunitaire, notre système nerveux, notre émotionnel, vous imaginez bien que si le son agit sur le microbiote, il agit sur l'ensemble. Et là, je vous ai même pas encore parlé de la communication cellulaire, qui a priori serait plutôt fréquentielle, justement. Donc, vraiment, on a un moyen là d'action qui est monstrueux, en fait. Et donc, ça a commencé comme ça, où je me suis dit, bon, bah voilà, les fréquences, c'est forcément le cœur de la chose. Encore fallait-il trouver quelle fréquence employer et quelle fréquence utiliser. Et c'est là que, pour le coup, j'ai commencé à me pencher sur les histoires de la à 440 Hz ou de la à 432 Hz. Et alors, il y avait plus d'arguments, certes, a priori, vers le la à 432 Hz, mais comme toujours, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. Il y a des si reliquats scientifiques. Ah oui, hein ça, c'est resté très, très fort. Et ça sera toujours là, je pense. Et heureusement, Oui. ça vous permet effectivement d'aller plus loin et plus en profondeur. C'est ça. Ben oui. Et ce qui permet aussi de garder les pieds sur terre et d'être dans le concret et dans quelque chose qui a une logique et qui se tient, en fait. Bien sûr. Et donc, du coup, sur cette histoire de 440-432, rien ne me satisfaisait réellement. Et en parallèle, j'étais en train d'étudier justement la géométrie sacrée. Donc ça, c'est un nom. Alors, je sais que la connotation peut faire ésotérique, mais en vrai, c'est des mathématiques, quoi. Hein. C'est des mathématiques et les proportions des vivants. Et dans ces proportions du vivant, il y a ce fameux nombre d'or qu'on retrouve partout, jusque dans la structure même de l'ADN. Et donc, du coup, moi, ça a été une évidence à ce moment-là de me dire, mais en fait, les fréquences, elles doivent avoir un rapport avec le nombre d'or. Pour parler au vivant, il faut se mettre sur des harmoniques du vivant et donc avoir un rapport avec le nombre d'or. Et en fait, pour calculer les harmoniques en fréquence, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, c'est très simple, une octave, c'est x2. Donc ça va. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie du nombre d'or directement et j'ai fait x2, 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 x2. Et là, en fait, je suis arrivée sur un La à 414 Hz. Alors, j'aimais beaucoup le clin d'œil direct. Ça fait 4, 1, 4. En alchimie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Petit clin d'œil. Et puis, surtout, il y a beaucoup d'arguments avec le 432 qui sont rapport à la numérologie. Au fait que 432, 4 plus 3 plus 2, ça fait 9. En fait, 414 aussi. 4, 1, 4, ça fait 9 aussi. Exact. Donc, tous ces arguments-là, on peut les reprendre pour le 414 aussi. En plus de ça, les arguments aussi qu'ils ont par rapport aux constructions des cathédrales, des pyramides, etc. En fait, c'est pareil, comme le 414, il est basé sur le nombre d'or et que ces constructions-là sont basées sur le nombre d'or, vous retrouvez même ça avec des liens directs avec des calculs encore plus simples que ceux qui sont faits pour le 432. Et puis, toujours pareil, j'aime bien toujours vérifier, donc j'en parle avec ma prof de chant à ce moment-là, qui était très intéressée évidemment par les études que je faisais sur la sonothérapie. Et elle me dit comme ça: «Mais tu sais que c'est le La naturel ton 414?» Non, comment ça? Attends, explique-moi parce que moi, pour le coup, je l'ai trouvé par le calcul, donc oui, pour moi, il est naturel à cause du calcul, mais si tu me dis ça, c'est qu'il y a autre chose, quoi. Elle me dit: «Mais en fait, la musique à l'époque baroque, avant qu'on commence à synthétiser nous-mêmes les instruments et cetera, en fait, le La de l'époque était enregistré à 415 Hz». 415, 414, avec le delta des instruments de l'époque. Enfin voilà, c'était assez proche de ça. Et donc du coup, ça m'a validé déjà un petit peu de partir sur ce La-là. Donc à partir de cela, j'ai recalculé toutes les fréquences des notes de musique, parce qu'évidemment, ça change les fréquences de chaque note de musique.
Et il me restait encore bien du travail, mais il me restait à caler ça sur, déjà, il y a 12 notes de musique, 12 paires de méridiens en médecine chinoise. Donc, j'ai commencé par là, par la médecine chinoise, en me disant, OK, je recale ça. Pareil, il fallait une logique pour caler les méridiens sur les notes. Il y avait déjà des travaux qui avaient été faits dans ce sens-là, mais où pareil, ils expliquaient pas pourquoi ils mettaient tel méridien sur telle note de musique. Et donc, du coup, de nouveau, ça ne me satisfaisait pas. Et donc, moi, je suis partie vraiment des principes de médecine chinoise à part entière, c'est-à-dire qu'il y a une classification, en fait, des 12 paires de méridiens sur ce qu'on appelle les trigrammes en médecine chinoise, et où, en fait, c'est classé, en gros, pour faire simple, du plus yin au plus yang, donc du plus matériel au plus spirituel. Et donc, du coup, moi, ma logique, ça a été de me dire, OK, la fréquence la plus basse, c'est la plus matérielle, la fréquence la plus élevée, La plus spirituelle. Voilà. Et donc, du coup, j'ai calé mes méridiens comme ça sur les notes de musique. Derrière ça, il me restait à vérifier déjà sur la pratique avant d'aller plus loin. Et en fait, à ce moment-là, alors, il faut savoir que la période où j'ai fait ça, c'était la période du confinement, en fait. Sinon, j'aurais jamais eu le temps. Plein Covid, ouais. C'est ça. En fait, ça a été un concours de circonstances, mais sans ça, j'aurais jamais eu le temps de faire toutes ces recherches-là. Donc, parce que normalement, en tant que vétérinaire, j'aurais dû avoir le droit de pratiquer pendant le premier confinement. Mais comme j'étais déjà spécialisée en médecine complémentaire et que l'ordre des vétérinaires considérait que les médecines complémentaires ne pouvaient en aucun cas être des cas d'urgence, et en fait, pendant le premier confinement, je n'ai pas eu le droit de pratiquer. Du coup, j'ai passé mon temps sur les fréquences. Et en fait, du coup, à la sortie de ça, il y a un principe d'acupuncture qui s'appelle la rééquilibration croisée qui permet d'utiliser 4 méridiens en synergie entre eux et ça fait un traitement plus fort, plus puissant. J'avais un chien que je suivais pour un cancer, une tumeur cérébrale et je le suivais donc en ostéo-acupuncture, voilà. Et on n'arrivait plus malheureusement à le soulager. Il est arrivé sur la table vraiment, il n'arrivait plus à se lever en fait et à se mettre en mouvement par lui-même. Et donc du coup, j'ai présenté vraiment, ce que j'avais fait, à la gardienne. Je lui ai pas caché que c'était un essai, que je savais pas si ça allait réellement marcher sur son animal, mais que, j'avais éventuellement ça à lui proposer en plus de l'ostéo et de l'acu qui ne fonctionnait plus. De toute façon, il n'avait plus rien à perdre. Il y avait plus grand chose à perdre et par contre, j'étais sûre de pas faire de mal quoi qu'il arrive. C'était au mieux, ça l'aidait et au pire, ça lui faisait rien, quoi. Donc elle a accepté tout de suite. Donc je lui ai fait, les 4 fréquences et en fait, le soir même Comment vous avez pratiqué? Comment ça se positionne ça? Comment vous faites pour les alors, 4 les 4 fréquences, là, à ce moment-là, comme c'était vraiment l'essai, j'avais pas encore les diapasons. Donc je les ai faits avec un appareil d'électroacupuncture dans lequel vous pouvez rentrer vos fréquences. Les lasers d'acupuncture et vous pouvez rentrer vos fréquences. Donc j'ai fait comme ça. Directement sur le Ouais, pas appliqué sur le là, chien. du coup, au point sur l'animal, parce que comme c'était avec le laser, j'avais pas le choix. Mais après, par la suite, je l'ai refait avec les diapasons et là, il y a même plus besoin d'appliquer sur l'animal, hein. C'est vraiment la fréquence qui fait le job. Il n'y a pas besoin de toucher, en fait, hein. Le son va traverser la matière très, très bien. Et donc du coup, le soir même, elle m'envoie une vidéo avec le chien en train de marcher. Alors qu'il ne pouvait plus bouger. Alors qu'il ne pouvait plus bouger. Enfin, il pouvait bouger, mais il pouvait pas se tenir debout, il pouvait pas marcher, quoi. Donc là, j'ai sauté partout, très honnêtement, hein, chez moi, j'ai fait le tour de la table. Ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Et surtout, j'avais bien ressenti la puissance du truc pendant que je l'appliquais. Et en fait, derrière, j'ai commandé les diapasons et il y a plus eu une seule séance, même alors que j'étais encore vétérinaire, sans les diapasons, en fait. Et pourquoi vous êtes passé des aiguilles d'acupuncture au diapason? Pourquoi vous ne restez pas sur En fait, alors, l'acupuncture? il y a plusieurs raisons. 1, c'est plus puissant. C'est vraiment plus puissant Le avec le diapason est diapason. plus puissant. Ah ouais. 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 On active vraiment l'ensemble du méridien d'un seul coup. Alors, avec la technique de rééquilibration croisée, de toute façon, je n'utilisais déjà plus que 4 aiguilles. Donc, c'est encore une autre méthode que les acupuncteurs qui font du point par point. C'est vraiment une méthode du méridien. Donc, c'est un peu différent dans l'approche. C'est une technique normalement qu'on apprend en post-grade d'acupuncture, hein. C'est après à être formé, quoi. Et donc, du coup, j'avais déjà plus que 4 aiguilles. Mais là, j'activais directement l'ensemble du méridien sans même avoir à toucher l'animal. Donc ça, franchement, enfin, les animaux et les aiguilles, il y en a, ça va, mais il y en a, c'est pas pratique et même avec la communication animale, ils acceptent pas forcément les mieux humains. les aiguilles. Comme Comme les les humains, humains, hein. c'est ça. Donc il y avait une question facilité aussi en plus, mais même avec ça, vraiment, je vous dis, la technique de rééquilibration croisée, je la faisais déjà sur ce fameux chien avec la tumeur et j'arrivais plus à avoir le résultat que j'avais eu au début. Et les diapasons, par contre, eux, m'ont rendu plus de résultats encore. Et pour moi, il y a vraiment ce truc de on parle en fait vraiment au vivant dans sa langue d'origine.
toutes les grandes cultures. Je vous parlais de faire le pont avec les différentes cultures, les différentes grandes civilisations qui nous ont laissé justement leurs abords médicaux un peu comme ça. Toutes parlent du son comme étant l'origine de la création. Que ce soit l'Inde avec c'est Brahma, Nada Brahma, le monde des sons directement, que ce soit même quand on remonte à des cultures plus anciennes, les Mayas, dans le Popol, et puis la deuxième partie du texte sacré, désolé, mais en tout cas, pareil, c'est le son qui est à l'origine de la création. Évidemment, le fameux au commencement était le verbe. Tout le monde met l'accent là-dessus et sur le côté vibratoire, en fait. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment le moyen de parler à l'organisme directement. Et c'est quelque chose, quand je vous disais qu'au niveau études scientifiques, en fait, on commence à y être vraiment en plus. Il y a celle que je vous ai citée avant, mais même sur l'organisation des tissus, la façon dont le corps communique pour s'organiser. Là, ces cellules-là, elles font le foie, là, ces cellules-là, elles font le cœur, etc. Et bien, en fait, on est en train de se rendre compte que ça se fait de façon vibratoire et fréquentielle. Il y a une étude qui a été faite par des chercheurs de Stanford sur ça, où en fait, ils ont reproduit les expériences type expérience de Chladni ou Lauter-Wasser. Donc, ça consiste à mettre une fréquence sur une plaque avec du sable dessus, à la base, et puis on voit des formes géométriques se dessiner. Et qui sont d'ailleurs parfaitement géométriques. C'est ça, et qui sont parfaitement en correspondance selon la forme de la plaque avec des formes qu'on observe réellement dans le vivant. Exact. Voilà. Et donc, ils ont fait ça avec des cellules de tissu cardiaque. Et donc, ils ont appliqué les fréquences. Et vous avez les photos, c'est pareil. Ça sort des magnifiques formes géométriques avec les cellules de tissu cardiaque. Et par contre, ce qui est particulièrement intéressant et ce qu'ils ont souligné, c'est que parmi toutes les techniques d'ingénierie qu'on a maintenant tissulaires, justement, pour synthétiser des tissus biologiques, et ben en fait, l'acoustique, c'est celle qui ressemble le plus à la configuration naturelle du tissu. C'est là où on a les meilleures jonctions, justement, de cellules en amalgame de tissu, en fait. Donc là, quand même, tous ceux qui me disent que la sonothérapie, c'est pas prouvé scientifiquement, va falloir qu'ils revoient ce qu'ils appellent science, parce que c'est là où on se dit, vous parliez justement du Conseil de l'ordre et autres, c'est scientifique. Oui, alors le problème, c'est que pour l'instant, eux, ils veulent une population, une fréquence, ça fait ça, point. Et en vrai, même là, ils commencent à la voir, sauf qu'ils la mettent sous forme de laser. Que parmi les fréquences justement que j'ai étudiées, il y en a une qui est vraiment particulière, qui est le 292 Hz. Ça équivaut à un ré dièse quand on est dans la gamme de 414. Et c'est ce que j'appelle le cœur de gamme. En fait, il peut y avoir plusieurs façons de découper la gamme. Là, je vous ai parlé des 12 notes de musique, mais en vrai, je peux le couper en 8, je peux le couper en 10, etc. Alors ça aussi, ça a une réalité, mais qui est basée aussi sur la géométrie sacrée. Mais par contre, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une note qui ne changera pas, c'est celle du milieu. Et d'ailleurs, en énergétique, on vous dit que tout passe par le cœur, le centre, la voie du milieu, etc. Bon, en fait, voilà, en effet, vous pouvez découper comme vous voulez. Quand vous découpez, par contre, au milieu, ça reste toujours le milieu. Et donc, cette fréquence-là, elle est valable aussi dans tous les niveaux de conscience, et c'est le 292. Et figurez-vous que c'est une fréquence qui est utilisée dans les lasers de physiothérapie pour être antidouleur, cicatrisante et anti-inflammatoire. Alors, comment ils l'ont trouvé, cette fréquence-là? Est-ce que c'est par essai? Est-ce que c'est par calcul? Mais si c'est par calcul, ça veut dire qu'ils ont touché à la géométrie sacrée. C'est clair. Mais ça, alors je n'ai pas la réponse, ils ont refusé de me répondre. C'est-à-dire que moi, j'ai contacté le laboratoire en question et je leur ai dit, voilà, moi, j'ai trouvé votre fréquence par le calcul. Est-ce que vous voulez bien me dire comment vous avez trouvé cette fréquence-là? Bien sûr. Et en fait, ils m'ont jamais répondu. Donc voilà. Donc joker, mais en tout cas... spoiler, ça marche très bien avec le diapason, en fait, pas besoin du laser. Avec le diapason. Alors, juste une chose. D'abord, une toute petite parenthèse très rapide. Le chien, ça l'a juste soulagé? Alors, ça l'a juste soulagé. On n'a pas pu le guérir carrément de sa tumeur. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aller jusque-là? Je pense que ça dépend du cas. Oui, j'ai déjà eu le cas. Alors, je ne veux pas vendre du miracle, de la magie. Enfin, voilà, c'est pas du tout mon objectif. Et on ne substitue pas un avis médical, un suivi médical ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, ça reste prioritaire. Et ça peut être complémentaire. C'est complémentaire. Moi, de toute façon, je refuse de prendre un animal qui n'est pas suivi par un vétérinaire. Ça, pour moi, les deux choses, puisque je ne suis plus vétérinaire moi-même, je ne suis plus habilitée à poser de diagnostic ou des choses comme ça. À un certain niveau, oui, mais je n'exerce plus en tant que véto. Ça, pour moi, ça reste hyper important.
Si vous voulez, en fait, c'est mon principe de vie, ça reste l'équilibre. C'est pas parce qu'on part dans les médecines complémentaires, la sonothérapie, qu'il y a plein de choses à faire, qu'on se déconnecte complètement Bien de ce sûr. que la médecine classique peut apporter. Il y a plein de choses qui sont faites en médecine classique qui sont très bien. Il y en a d'autres, certes, qui sont peut-être plus discutables, mais justement, il faut un équilibre Qui sont entre les très 2. bien et qui sont essentiels. C'est ça. Absolument. Et donc, pour moi, là où on a les meilleures chances de réussite, bah, Mmh. c'est quand on se sert de ce Mmh. qu'on a de mieux des 2 côtés, en Mmh. fait. Mmh. C'est pas quelqu'un qui exclurait l'une ou Mmh. exclurait l'autre, Mmh. au bénéfice et quel que soit le sens, en fait. Donc vous parliez effectivement de cette fréquence, en acupuncture, et sur le diapason que vous avez testé sur les animaux. Ouais. Et donc ça, ce qui est valable sur le vivant des animaux est valable sur les humains? Absolument. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de gardiens justement, «Et moi, vous faites les humains?» Bah oui! Donc alors à l'époque, non, je faisais pas vraiment les humains. Maintenant, que je ne suis plus véto, oui, je fais aussi les humains. Mais mon activité principale, ça reste la formation quand Ouais, même, hein, ouais, ouais, maintenant, hein. ouais. Mais du coup, oui, bien sûr, c'est valable sur l'humain et d'ailleurs parmi les gens que j'ai formés, il y Mmh. a des médecins, il y a, des infirmiers, il y a et Évidemment. qui enfin voilà et puis des acupuncteurs bien sûr qui s'en servent maintenant, Alors si j'ai bien compris, je vais peut-être dire une bêtise et vous me reprendrez là-dessus, mais c'est quand vous parliez effectivement de la programmation des aiguilles d'acupuncteur, c'est-à-dire que pour qu'il y ait cette fréquence dans l'aiguille, c'est ce que vous Alors, expliquiez? non, c'est un appareil. Ah oui, c'est C'est un l'appareil. appareil de laser, et donc dans lequel on pouvait rentrer les fréquences. OK, Donc d'accord, c'était vraiment un appareil. d'accord. Après avec l'intention en mettant l'aiguille, mais là par contre, il faut un thérapeute vraiment, bien centré, qui connaît bien Ouais, cette fréquence, qui d'accord, l'a vécu, assimilé dans son corps. d'accord. Mais oui, on peut tout faire avec l'intention aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que, le côté un peu invasif que peut avoir l'aiguille, Ouais, on peut transposer avec les mêmes effets, le même résultat, oui, avec la vibration du diapason. complètement. Ouais, Waouh! Alors ça je savais ça, on le savait évidemment et sur ABC on a beaucoup parlé de sonothérapie et de choses comme ça. Et dans sonothérapie, il y a le mot thérapie, donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui permet, d'améliorer, pas de guérir ou de soigner, mais d'améliorer. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire guérir et soigner? En fait, moi, je vais vous parler d'auto-guérison du corps. Le corps, il est fait de tellement de mécanismes, on s'en rend même pas compte, mais tout ce qu'il faut pour qu'un corps reste vivant, même à la seconde, c'est monstrueux. On n'arrive même pas à mentaliser vraiment, tout ce qui est nécessaire. Et le corps, du coup, c'est une machine qui est vraiment extrêmement bien faite. Et si il tombe malade, c'est parce qu'il y a un déséquilibre quelque part sur ce terrain-là, justement. Et donc, du coup, les fréquences vont permettre de dialoguer avec le corps pour déjà, bah, comprendre un peu ce qui se passe, que pour moi, il y a toujours un lien avec l'émotionnel aussi, je peux pas le limiter qu'au physique. Et du coup, derrière, ça permet au corps, s'il en a encore la capacité, je vais mettre la limite là, au niveau anatomique, bah, de récupérer en fait sa fonctionnalité et donc oui, de guérir dans ce sens-là du terme. Maintenant, on peut pas tout guérir. Déjà parce que pour moi, il y a un truc essentiel en énergie aussi, c'est le libre arbitre de la personne. Et qu'elle soit là, qu'on parle d'un animal ou d'un humain, il y a des fois des choses où on comprend pas toujours tout sur le coup, mais il y a des maladies, ça va peut-être choquer évidemment, je parle pas, de facilité ou pas à vivre le truc, hein, ça n'a rien à voir. Mais il y a des maladies, en fait, vous vous rendez compte derrière qu'elles changent la vie de la personne et du coup même de C'est sûr, l'animal et en fait, si vous guérissez ça trop tôt, bah, il y a des prises de conscience qui se font pas et puis voilà. c'est sûr. Moi, il y a des animaux comme ça que j'ai accompagnés des fois, je sais pas expliquer pourquoi. Pendant des mois, je les suis, je fais, tout ce que je peux faire et normalement sur le papier, on va dire, ça devrait marcher, mais ça marche pas. Puis d'un seul coup, au bout de 10 mois, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là, paf! Ça marche alors que j'ai rien fait de différent. Mmh. Et il y en a d'autres, par contre, dès la première séance, ça a en effet ce petit côté miraculeux où tout de suite, c'est transformé. Parce que l'animal était disposé à? Exactement. Pour moi, en fait, même si en tant que thérapeute, la façon dont je vois les choses, c'est vous apporter une information. Mais la personne ou l'animal reste libre de prendre ou non cette information et donc, bah, d'enclencher ce qui va derrière ou pas avec. Mais ce qui paraît fou, c'est que, on peut transposer ça évidemment pour l'humain, mais quand vous dites ça, on se dit: «Mais quel humain n'a pas envie de guérir?» Sur le papier, mais il faut voir, ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Alors, évidemment, je suis pas en train de dire que tout le monde mérite ce qui lui arrive ou enfin voilà, il y a des choses, faut nuancer quand même, hein, évidemment. Par contre, il y a des choses qu'on voit vraiment clairement, des fois,
sous le jeu de ça, en fait. C'est-à-dire que, je cherche un exemple, j'en ai plus en animaux moi, mais pour le coup, bah si, il y a un chien qui se grattait tout le temps, vraiment. Donc on l'avait classé en dermatite atopique et cetera et en fait, quoi qu'on fasse, que ce soit en physique, avec les outils qu'on a en allopathie ou en naturel, bah, ça donnait pas, de résultats plus que ça. Et moi, en fait, quand je suis arrivée avec la communication et avec justement les fréquences qui ont aussi une lecture émotionnelle, heu, en fait, le problème, c'est que, cet animal était très insécurisé. Alors, il aimait pas du tout que ça le gratte, il aimait pas du tout, il se sentait pas confortable dans son corps et dans sa peau, donc il vivait mal sa maladie. Donc de ce côté-là, il avait envie de guérir. Mais en vrai, si on allait regarder en dessous, il adorait l'attention que ça Mmh. suscitait parce que c'était un foyer où il y avait une dizaine d'animaux Mmh. et où du coup, lui, il avait du mal à trouver sa place et du coup, le fait d'être celui qui était malade et celui qui se grattait et Il bah, avait les plus gardiens d'attention. avaient beaucoup plus d'attention à lui. Eh oui. Pareil au niveau de l'alimentation, ils faisaient plus attention. Ils avaient pas le budget pour passer tout le monde au cru, mais lui, il était au cru du coup parce que du coup, à cause de la pathologie, machin et cetera et donc du coup, en fait, il avait plein de bénéfices secondaires à rester quelque part malade, en fait. Et donc c'est ça qu'il a fallu aussi éclaircir, mais là, à ce moment-là, même quand on en devient conscient, parce qu'évidemment, on n'en est pas toujours conscient de ces bénéfices secondaires, il faut aller creuser, hein. Et puis souvent, quand c'est pour nous-mêmes, en plus, on a besoin de l'aide, en effet, de quelqu'un d'extérieur qui va dire: «Ouais, mais tu vois que là, voilà». Mais du coup, même une fois conscient de ça, bah, là, ça devient à lui quelque part, même si moi je lui ai montré, même si je lui ai fait ressentir les choses avec les fréquences et cetera, bah, ça devient à lui de prendre sa décision de: «Est-ce que du coup maintenant que je sais ça, je guéris et je trouve un autre moyen éventuellement où je fais un deal avec les gardiens justement pour garder un peu plus d'attention ou quoi que ce soit? Ou est-ce que finalement, bah, non, je préfère rester dans ce schéma-là Mmh. qui malgré l'inconfort de la pathologie est plus confortable pour moi?» Ouais. Et vous pensez que ça peut aussi, être transposé à l'humain? Ouais. Oui, oui, complètement, complètement. Bah, là, je suis obligée de vous parler de mon conjoint quoi, mais Jean-Marie, On peut dire qui est Jean-Marie? oui, bien Bon, sûr. on a reçu plein de fois Jean-Marie Muller, Oui, tout à qui fait, vient régulièrement, qui est aussi thérapeute, c'est ça, aujourd'hui, qui a un parcours de vie incroyable, qu'on a reçu à 2 reprises. Vous tapez Jean-Marie Muller et vous verrez les émissions, sans problème. c'est ça. Parce que c'est lui, en fait, donc je peux pas ne pas le citer. C'est lui qui m'a introduit aussi à ce concept de facettes à l'intérieur de nous et Mmh. cetera et qui du coup, justement met l'accent sur le fait que, bah, toutes ces facettes-là, elles cohabitent et qu'il y en a un qui gagne justement quelque chose dans cette maladie. On n'est jamais malade pour rien. Il y a la toujours pareil, hein, le maladie, Mmh. il y a quelque chose derrière, il y a toujours un décodage. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher si c'est juste un rhume? Je ne sais pas, ça c'est à chacun de voir, mais c'est Mmh. sûr que quand il y a quelque chose de plus chronique, de plus conséquent, pour moi, ça vaut le coup d'aller chercher derrière, en Mmh. fait. Mmh. Et il y a toujours, toujours quelqu'un dans le lot, Mmh. justement, qui gagne quelque chose. Donnez-nous un exemple avec ces fréquences, les 414, les 415, 292, d'accompagnement et de transformation que vous avez pu voir, des choses assez fascinantes, où vous Ouais, vous dites: alors «Waouh!» D'abord, est-ce que ça peut être considéré comme une approche, une thérapie brève? Enfin, quelque chose d'assez rapide? En une séance, on peut régler quelque chose? oui, ça arrive quand même assez fréquemment en une séance. Alors, c'est sûr que plus les pathologies, sont aiguës, c'est-à-dire c'est Bien des sûr. petits trucs, plus ça va vite, un coup de diapason, c'est bon, quoi, hein. Par contre, sur des pathologies plus lourdes, comme je vous disais, ça dépend. Il y a des fois vraiment en une séance, ça fait l'effet waouh, quoi, hein. Là, bah, je vais rester dans la dermato du coup. J'avais un petit chat, j'en parle dans le livre de communication animale justement, qui est arrivé avec vraiment des dépilations, mais presque plus un poil, sur le corps, Mmh. quoi. Il en avait encore juste un peu au bout des pattes et un petit peu sur le visage aussi et ça désolait vraiment ses gardiens parce que, enfin, déjà, il était mal, vraiment, ça se voyait, hein. Il était abattu, il était déprimé, et il avait eu tous les traitements, classiques, cortisone et cetera et rien ne marchait, rien du tout. Donc, bah, en désespoir de cause, ils sont arrivés, chez moi et on m'envoie souvent les désespoirs de cause et Le donc dernier du coup recours. c'est un peu ça, ouais, parce que j'étais encore véto justement à ce moment-là et donc du coup, il arrive chez moi et bon, avec la communication animale, moi, ça devient vraiment, immédiat. C'est-à-dire que je comprends tout de suite qu'en fait, lui, c'est lié à une mémoire, en matière de toucher sur le corps. C'est-à-dire qu'en fait, heu,
c'est le dernier né de la portée et il est resté longtemps coincé, en fait, au niveau du col de l'utérus au moment de l'accouchement, en fait. Et donc du coup, derrière, bon, il a fini par réussir à sortir quand même, mais il a développé une mémoire de traumatisme. Dès qu'on le touche, ça le ramène à se sentir coincé, en fait, à ce moment-là. Et ça, vous l'avez en Ça, je l'ai en communication communication animale. C'est très clair pour moi. OK. C'est-à-dire que, alors, lui n'en est pas forcément conscient, l'individu chat, directement, mais par contre, quand j'y vais avec lui, justement, en communication, ah oui, en effet, je me rappelle de ce truc-là. Un peu comme un thérapeute humain va chercher des mémoires, chez nous, quoi, Et hein. dans votre côté kinesthésique, vous l'avez ressenti Ouais, véritablement? vraiment. On sent vraiment, OK. je me suis sentie coincée. Enfin, moi OK. aussi, me sentant comme ça, j'aurais pas envie qu'on me touche, quoi, hein. Et du coup, il y avait cette dualité-là chez cet animal qui, en vrai, dans son caractère émotionnel, était très câlin et avait très envie de câlin et ne supportait pas, paradoxalement, du coup, le toucher physique. Et donc, il avait développé cette pathologie-là, pour moi, la lecture était claire, pour ne pas être touché. C'est pas ragoûtant, un chat plein de croûtes, enfin C'est voilà, sûr. c'est voilà. Et puis en plus, de toute façon, même si les gardiens essayaient quand même de le caresser malgré la pathologie, en fait, c'était désagréable pour le chat. Donc vraiment, c'était très difficile pour lui à vivre. Donc Et fréquence? donc fréquence. Parce que ça, par contre, juste avec l'explication en communication animale, ça ne suffisait pas. On sentait bien que ça passait pas. Et donc bah là, j'ai fait mes 4 coups de diapason, hein, pour la rééquilibration croisée. J'ai senti vraiment pareil le relâchement. Tout de suite derrière, déjà, on pouvait le caresser, il ne disait plus rien. Là, sur la séance même, hein? Sur la séance même. Waouh! Je les ai fait revenir en suivi à 1 mois pour voir comment ça a évolué, en fait. Alors j'ai quand même fait un drainage phyto aussi, mais bon, ça avait déjà été fait, donc voilà, mais j'ai quand même remis en place, parce que pour moi, il fallait vider quand même les toxines. Il y avait quand même du physique vraiment, donc pareil, j'aime bien allier les 2. Et en fait, 1 mois plus tard, il est revenu, il y avait déjà un fin duvet qui avait repoussé, sur Oh! tout le corps et puis surtout le chat, mais la transformation, ça me fait encore vibrer quand j'y repense, mais se frottait partout, Ah, enfin voilà, on super! sentait vraiment la libération Magnifique. Mmh. et c'est ce que décrivaient les gardiens aussi. Ils étaient vraiment ravis, ils pouvaient enfin faire des câlins à leur chat, ils venaient se coller Mmh. à eux et cetera. Enfin voilà, ça a été C'est vraiment, bizarre que vous incroyable. disiez, gardien d'ailleurs. Ouais, alors, Vous il y dites a pas les ah propriétaires ou non, les ça c'est pas maîtres, ou possible. les c'est vrai? Propriétaire, on ne peut pas être propriétaire d'un individu conscient. C'est pas D'accord, possible. d'accord. Pour moi, l'animal, c'est vraiment comme vous et moi, c'est un être conscient à part entière. Je sais que la loi les a déjà reconnus comme sensibles, c'est déjà un pas en avant. J'attends qu'elle les reconnaisse comme êtres conscients. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Ils prennent leurs décisions. Alors, je sais bien qu'on est tous pareils: «Oh mon bébé, machin», C'est enfin vrai. voilà. J'ai aucun problème avec le «mon bébé» dans le sens affectif du terme. Par contre, ce sont des adultes pleinement responsables. Croyez-moi que s'ils vivent chez vous, c'est parce que, ils y trouvent leur intérêt, que ce soit en amour ou que ce soit en il y a à manger, il y a un toit, il y a des sorties. Exactement, ouais. Mais en tout cas, Mais qu'est-ce que ça changerait si la loi les reconnaissait comme, ah ben, on animal pourrait conscient? commencer à leur demander leur avis. Alors, je vais même pas parler de tout ce qui est de les élever pour les manger, hein, voilà. Mais, même simplement dans ceux qui vivent au plus proche que nous. Justement, vous dites, vous avez un chien. Est-ce qu'on a demandé à ce chien s'il avait envie d'être adopté à 2 mois? Est-ce qu'on ferait ça avec des humains? Alors, je dis pas qu'il faut tout balayer, tout remettre en cause, mais juste quand même faire cette gymnastique d'esprit-là. Le truc classique actuellement, c'est on élève et on place à 2 mois. Vous imaginez faire ça avec des humains? Mais c'est vrai que, très souvent, moi je suis allé voir, même si vous allez dans des élevages où tout est bien structuré et tout est dans les normes, je me suis posé cette question-là parce que ma chienne vient effectivement d'un élevage, Lof et compagnie et cetera, bon, tout ce qu'on peut imaginer. Mais je me suis dit ça, je me suis dit: «Mais quel déchirement!» Mais en fait, c'est ça. Alors, il y en a qui se construisent très bien malgré tout C'est derrière vrai? et je suis vraiment pas en train de dire que les éleveurs font mal leur Non, boulot non, et que non, c'est non, des il y a gens qui aiment pas leurs animaux, oui, hein. c'est vrai. C'est vraiment pas ça que je dis. Il faut bien nuancer ça parce que j'en connais énormément et qui ont à cœur justement de Oui, faire oui. les choses le mieux possible pour eux, Mmh. hein. Donc Oui, oui. ça, vraiment, faut nuancer ça. C'est important pour moi. Mais par contre, bah, ça reste un traumatisme. En C'est fait, c'est vrai. comme un gamin que vous placez, que vous arrachez à son foyer familial, à sa mère, et cetera, on va dire, en équivalent à 4 5 ans, quoi. Mmh. Alors oui, il y en a qui se construisent très bien derrière et il y en a pas mal pour qui c'est un traumatisme qui conditionne pas mal de choses derrière. Mmh. Ça fait partie des choses qu'on élague en communication animale après derrière. Autre chose tout simple, stérilisation ou pas? Ça, c'est un truc, c'est pareil. C'est
On ne C'est pense vrai. pas à demander à l'animal ce que lui en pense. On ne pense pas à demander à l'animal si lui, il a envie d'être parent ou pas. On pense à tous les côtés pratiques pour nous. Ça calme, hein, quand vous posez la question comme ça, Et de but en ouais. blanc, là, on se dit oui, c'est vrai. Mais en fait, on fait plein de choses sans même s'en rendre compte, même alors qu'on dit justement, qu'on dit qu'on aime les animaux. Moi, la première, j'ai fait ça en vétérinaire classique avant d'avoir la communication animale. J'ai fait des choses en étant persuadée de bien faire. Et ça, j'insiste là-dessus aussi parce qu'on voit beaucoup de choses aussi circuler sur les vétos. Et c'est pas parce que j'ai quitté le corps vétérinaire que que je suis opposée Sûr. au corps vétérinaire. Faut bien tenir compte on est humain aussi Mais et on est-ce que fait ça avec veut ce qu'on dire, a. mais Sylvia, ça veut dire que lorsque, par exemple, quelqu'un venait dans votre cabinet et pour une stérilisation, par exemple, On discute avec l'animal. mais du coup, vous avez dit, il vous est arrivé de dire, l'animal ne veut pas. Alors, si l'animal ne veut pas, mais qu'il y a une raison vraiment, aussi pour le faire, en fait, je négocie avec l'animal. C'est-à-dire que la communication animale permet d'échanger justement. Donc c'est pas parce que l'animal n'est pas d'accord au début que forcément on ne le fait pas. Par contre, on va négocier avant avec l'animal, jusqu'à ce que potentiellement il accepte, mais comme ça, au moins, une fois qu'il a accepté, bah, quelque part, c'est vendu, quoi. OK. Et ça évite le traumatisme de: «Mais pourquoi on m'a fait ça?» et enfin voilà, quoi. Parce que de nouveau, c'est pareil, il y a des animaux, ça va aller. Ça leur soucie pas plus que ça, mais j'en ai vu pas mal avec des traumatismes par rapport à ça, qui en plus ne comprennent pas que leur gardien qui les aime tellement, leur ait fait Mmh. subir ça. Mais quand vous dites on négocie, mais qu'est-ce que vous voulez négocier? C'est oui ou non? Ah non, on peut négocier. Quand on fait un contrat, on négocie. Oui, mais Faut par exemple, sur c'est une simple. stérilisation, qu'est-ce que vous voulez négocier? L'animal, il vit chez moi. Il veut continuer à vivre chez moi ou pas? Ça se négocie. Bien, je vais vous donner l'exemple de mon propre chat. Ouais. J'ai un petit chat là, le petit dernier, il s'appelle Spock. Il est arrivé dans notre famille il y a 2 ans. Il a les oreilles pointues ou pas? Eh bah, vous figurez-vous que oui, en plus. Il a des grandes oreilles, Spock. c'était vraiment marrant. C'était pas pour ça qu'on avait choisi ça, mais en plus, il en avait. Mais du coup, il est arrivé et un chat mâle pas castré, dans un foyer, c'est pas possible. Ça marque, enfin, c'est vraiment une catastrophe et en Ouais. plus, moi, mes chats sont libres, ils sortent comme ils veulent. Mais du coup, un chat mâle pas castré qui sort, bah, ça veut dire qu'il peut aller inséminer, n'importe quelle femelle, dans le coin. Moi, c'est hors de question. Il y a des histoires de transmission de maladies possibles, il y a des histoires de bagarres aussi, de territoire et C'est vrai. cetera. Mmh. Et donc moi, quelque part, ça n'est pas possible pour moi qu'un chat mâle vive chez moi pas castré. C'est pas possible. Donc évidemment, j'ai attendu de toute façon qu'il grandisse, on castre pas trop tôt de toute façon. Et donc quand il a atteint ses 6 mois, et ben, en fait, je l'ai pris en communication animale et je lui ai dit: «Voilà, maintenant, tu vis chez nous, tu es chez des humains. Moi, c'est pas possible que tu sois pas castré. Donc si tu veux continuer quelque part», alors je dis pas que je l'aurais réellement fait s'il avait dit non, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, je lui ai mis le contrat sur la table. C'est-à-dire, je lui ai dit: «Voilà, si tu veux continuer à vivre ici», parce qu'au début, il était pas pour, hein, la castration. Bon, en même temps, qui a envie, hein, j'ai envie de dire. C'est sûr, Voilà. c'est sûr. J'allais vous poser la question, il vous dit: «Ah non», il vous dit non? Au début, il m'a dit Il dit non. non, OK. Quand si je lui demande juste comme ça, «Je Ouais. vais te castrer, tu es OK?» c'est non. Non, mais non. Bon, en même temps, voilà, c'est peu C'est surprenant, pas le hein. truc le plus, ouais. C'est ça. OK. Et donc du coup, je lui pose vraiment le truc en disant: «Voilà, moi, si tu veux être libre de sortir, déjà, c'est forcément castré et 2, les marquages, tout ça et cetera, si vraiment dans le deal, tu veux pas être castré, je te préviens, 1er marquage, là, par contre, tu es castré». Voilà, le contrat est clair, en fait, il est mis sur la table. Et en fait, lui, tout de suite, comme sortir, ça restait important pour lui et puis même, vivre ici, ça restait important pour lui, il a accepté. Mais moi, j'ai posé le truc jusqu'au bout en plus, hein, parce que du coup, bon, comme je peux le faire avec mes propres animaux, c'est pratique. Je lui ai dit: «Voilà, si tu es d'accord», comme là, évidemment, j'étais encore véto, c'était moi qui le casserais de toute façon. Mmh. «Demain matin, je pose le transporteur là, tu n'as pas à manger et tu rentres dans le transporteur tout seul». Et bah, le lendemain matin, il m'attendait en bas de l'escalier, il m'a vu arriver, il est rentré dans le transporteur. Waouh! Je l'ai emmené, je l'ai castré et Exactement, voilà. et il va très bien. Oui, Bon. En tout cas, ces histoires de fréquences sont absolument, c'est fascinant, ça mérite d'être testé. Évidemment, ça ne peut être que du présentiel, j'imagine? alors en visio, c'est possible puisque c'est le son OK. et donc du Mais coup, le son, quand ça passe par un ordinateur ou par un téléphone n'est ouais, pas alors, perturbé? là,
En fait, on a enregistré avec les frères Clément de Gaïa Méditation, on a enregistré les diapasons, en fait. Un pack? Vous avez fait un pack? C'est ça. On a fait un coffret, Phythérapie, et donc du coup, là, ils sont enregistrés avec toutes les harmoniques, justement. Donc le micro de l'ordinateur n'aplatit pas le son, en fait. Donc c'est tout à fait possible. Après, en dehors de ça, bon, moi, je travaille avec mes diapasons, du coup. Je le faisais même avant, parce que ça passe, en fait, alors pas le son même par le micro de l'ordinateur, c'est trop plat, ça aplatit. L'humain l'entend pas. Par contre, l'animal, n'oubliez pas, il a un spectre acoustique nettement meilleur que le nôtre et il entend. Et donc, du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je tapais les diapasons devant le micro de l'ordinateur, l'humain ne l'entend pas, mais l'animal, incroyable. L'animal dresse les oreilles et réagit instantanément, ce qui montre bien à l'humain que le son passe réellement, en tout cas que la vibration passe. Après, en vrai, en dehors de ça, je peux aussi le faire puisque je suis en communication animale avec. En fait, je peux moi lui envoyer la fréquence aussi. Mais alors, juste un truc, si ce pack des 414 Hz, l'humain ne l'entend pas. Alors, le coffret, si, c'est audible, hein. C'est le diapason qui n'est pas audible à travers le micro de l'ordinateur, hein. Oui, mais justement, le diapason, on ne l'entend pas. Oui, mais c'est pas parce que vous l'entendez pas qu'il n'existe pas. C'est ça. Quand on caractérise une fréquence, hein, c'est l'amplitude qui va caractériser le volume et donc qui va faire que vous l'entendez ou pas. Mais c'est pas parce qu'elle a un volume qui n'est pas audible qu'elle n'est pas là. Non, c'est parce que je voyais la réflexion en disant tiens, j'ai acheté un truc, on va le tester et tout, mais j'entends rien. Mais oui, mais non, moi, si, il y est, si, on l'a acheté, écoute bien. Mais non, j'entends rien. Dans le coffret, vous l'entendez bien. Quand même, c'est ça. Je me suis dit, ça ressort sur les haut-parleurs. Ouais, c'est ça. Non, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que, d'abord, vous l'expliquez avec beaucoup de pédagogie. Bravo, je trouve ça vraiment très très bien et je trouve que c'est un truc à tester. Essayons. Non mais c'est vrai, s'il y a des gens qui vont se dire oui bien sûr, elle parle avec le chat qui lui dit non, est-ce que tu veux être castré, oui machin, et puis évidemment la fréquence a peut-être eu oui mais bon, on peut douter. On peut, après, alors autant sur même sur la communication animale, je comprends qu'il y ait des gens qui doutent, en vrai j'en ai fait partie comme je vous ai dit, donc douter, et j'ai envie de dire même continuer de douter, parce que c'est ça qui fait qu'on reste rationnel. Par contre, je parlais d'ouverture, juste ne fermez pas la porte. Doutez, mais essayez. Et faites-vous votre propre idée, en fait. C'est magnifique. Franchement, je suis bluffé par votre expertise, par la manière dont vous l'expliquez, alors, je vous cache pas aussi que le côté scientifique et les X années que vous avez pu avoir en tant que veto apportent une très sérieuse crédibilité à votre discours. C'est vrai. Ah bah moi, je compte là-dessus et c'est pour ça que je continue de fouiller dans les recherches. Je suis une fan de PubMed, des sites vraiment scientifiques. J'élague régulièrement les articles qui paraissent. Voilà. Et je ne sais pas si ça serait faisable, mais si un jour quelqu'un veut tester mes fréquences en labo, mais allons-y, quoi, hein. Allons-y. Alors, hallucinant que personne, je veux dire, c'est incroyable que personne il y a des études sur le son et sur les vibrations. Oui, complètement. Après, le truc avec l'evidence-based medicine, c'est qu'on cherche des trucs qui sont répétables exactement de la même manière. Or, les fréquences, en fait, même si c'est la même fréquence, vous et moi, on n'y réagirait pas forcément exactement de la même manière parce qu'on n'est pas constitués exactement pareil. Et pour moi, c'est là où il faudrait revoir quel protocole on prend quelque part pour tester ça autrement que par les résultats de terrain. Bon, en tout cas, on va terminer là-dessus. Les formations ? Formation, oui, amphithérapie, sur tout le volume, hein, évidemment toutes les fréquences dont on a parlé là, plus toutes les autres, donc j'ai pas eu le temps de parler, mais c'est normal, des autres niveaux de conscience, hein, parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a cette histoire de niveau de conscience en géométrie sacrée donne des chiffres clés. Et donc du coup, je retrouve les fréquences en fait du 10 de l'arbre de vie de la Kabbale, du 24 des 24 runes celtiques, etc. Donc j'ai les fréquences en fait de tous ces modèles-là. Les Mayas y passent, les traditions védiques y passent aussi. Enfin voilà, j'ai ce lien justement entre toutes les cultures. Donc ça, c'est toute la grande formation Phythérapie que vous proposez. C'est ça. Bon. Et formation en communication animale, évidemment. Évidemment, oui, bien sûr. Juste, vous savez lire les runes ? Alors oui, tout à fait. Ça me fascine. Je trouve ça incroyable. Moi, je les ai abordés du coup par les fréquences, mais du coup, en fait, vous avez la fréquence qui correspond justement à la rune. Et donc, si dans le protocole de thérapie,
la fréquence qui correspond à cette rune sort, on va lire justement la rune et ça nous fait le décodage émotionnel de la pathologie, en fait. Ça se relie. Incroyable. Bravo, vraiment bravo. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez d'abord rentrer en contact avec Sylvia, parce que je pense que ça va beaucoup réagir. Je le sais, je connais ceux et celles qui nous suivent. Évidemment, au travers de cette communication animale, parce que on sait combien en France on aime les animaux. Et nos animaux domestiques sont... le truc le plus improbable que vous ayez suivi chez les animaux, la bestiole la plus improbable. Un pogona. Ça, c'est un petit reptile, un pogona dans son terrarium qui voulait que sa température soit un peu plus chaude et un peu plus d'humidité et un peu plus... Voilà. Mais ouais, pogona, ça fait partie. Mais il y en a eu plein. Hein. J'ai eu l'occasion de communiquer avec des rapaces aussi, en fauconnerie, avec... Est-ce qu'on peut faire les insectes? Oui, bien sûr. Alors ça, j'ai eu un phasme une fois en communication animale. Je sais pas ce que un phasme, c'est un insecte qui ressemble à une brindille, en fait. Et la particularité qu'il a, c'est quand il se sent menacé, justement, il fait comme ça et vous n'arrivez plus à le différencier d'une brindille de bois. Une brindille, en fait. d'accord. Okay. Ouais. Et donc ça, j'avais une gardienne, justement, qui avait plein de types d'animaux et qui avait des phasmes dans un terrarium. Et donc, du coup, plus pour l'expérience, justement, on a fait une communication avec le phasme. Et j'étais très surprise, même si je le sais maintenant, je reste très surprise de la complexité d'esprit et de pensée. Et puis moi, à titre personnel, je m'amuse, hein, dès que je croise des animaux dans la nature, j'essaye. Et je me rappelle en particulier d'une communication avec j'avais essayé avec une fourmi, pour le coup, parce que je voulais savoir comment elle nous percevait, en fait. Parce qu'on est tellement grand, j'arrivais pas à imaginer ce que ça pouvait être pour elle. Et en fait, honnêtement, ça m'a fait penser, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait penser à quand moi, je prends contact éventuellement avec des guides ou avec quelque chose qui est dans une autre dimension, en fait. Parce que du coup, elle avait pas du tout la conscience de nous en tant qu'individu, on va dire, là, avec un corps physique, etc. Pour elle, c'était des mouvements d'air, plutôt, qu'elle percevait, en fait. Et puis, quand je lui ai demandé, et quand on marche sur la fourmilière, en fait, pour elle, c'était comme nous, une catastrophe naturelle, quoi. Mais elle le reliait pas forcément à quelqu'un de conscient qui marche sur la fourmilière, en fait. Et en même temps, je comprends, parce que c'est niveau à bord, voilà. Donc il faudrait que je répète l'expérience pour voir si c'est pareil pour toutes les fourmis ou s'il y en a qui... voilà. Mais en tout cas, ça m'intriguait beaucoup. J'aime bien découvrir, donc en fait, Mais même sur les abeilles, par exemple, sur les abeilles, il doit y avoir un truc incroyable. Ouais. Où on n'arrête pas de dire que c'est presque un génocide qu'on est en train de mettre en place avec les abeilles, les pesticides et autres, et les machins, les trucs. Bon, et de se dire, est-ce qu'il y a une abeille qui est capable de venir vous voir, rentrer en communication avec vous en disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de nous massacrer. Ça, c'est possible au niveau de l'âme groupe. L'individu abeille n'en a pas forcément conscience. D'accord. Il y a des histoires de plans de communication aussi. C'est sûr que si vous parlez avec l'âme groupe abeille, là, elle sait ce qui se passe pour les abeilles de façon générale, etc. Et là, oui, vous pouvez avoir ce type de discours. Vous aurez certains individus parmi les abeilles, comme chez nous, en fait, en humain, c'est la transposition. Il y en a certaines qui sont médiums. Et elles ont les infos de la groupe. Mais par contre, celles qui sont pas médiums, elles vivent leur vie tous les jours. C'est exactement comme nous, les humains. En fait. C'est extraordinaire. J'adore, je suis fan. Je suis fan absolu de ce que vous faites, ce que vous dites. Et on va évidemment vous suivre, bien sûr, sur votre site internet, c'est sylviamorin.com. Vous commentez, je sais que ça va l'être, vous partagez évidemment, et je pense qu'il y aura beaucoup de waouh dans les commentaires, parce que j'ai vraiment apprécié votre prestation et tout ce que vous faites. Merci. Votre livre, Les voix animales, qui est sorti l'année dernière. Tout à fait. Qui est disponible, évidemment. On vous mettra le lien aussi en dessous de la vidéo. Bon, je pense qu'après cette émission, vous ne regarderez plus vos animaux de la même manière, ni mon teckel, qui me fatigue. On peut faire une com avec. Mais j'adorerais. Non, mais j'adorerais. Avec plaisir. Et alors, justement, on peut vous contacter à distance avec un animal en photo, on vous montre une photo et on fait une communication? Ouais. Wow. Pour la communication, j'ai même... Alors, je suis capable de le faire en direct, évidemment, hein, mais je préfère une photo. Comme ça, on n'a pas les biais, justement, de voir comment l'animal est à ce moment-là, réagit ou quoi que ce soit, et d'essayer de
de partir du coup plus dans de l'éthologie comportementale. Là, avec la photo, on n'a pas le choix, quoi. Hein. C'est vraiment qu'en communication. Merci beaucoup, Sylvia. Avec grand plaisir. Merci, saluer Jean-Marie, évidemment, au passage. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.